Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire de présentation de notre 6e vague du baromètre de la communication locale. Alors, je suis Christian de la Guéronnière, le directeur de l'agence Epicéum, l'un des partenaires de ce baromètre de la communication locale. Et c'est à moi qu'il revient de présenter, de faire l'animateur pour cette présentation. Mais nous sommes 5 pour vous présenter les résultats de cette édition qui est particulièrement riche et je crois intéressante du fait du contexte dans lequel nous nous trouvons. Alors, je vais commencer par vous rappeler quelques éléments sur l'initiative avant de vous parler de la façon dont on va vous présenter tous ces résultats. C'est, comme je viens de vous le dire, une initiative partenariale qui a démarré dès 2009 et qui se traduit par la production d'une nouvelle enquête tous les 2 ans. Donc, ça fait maintenant 10-11 ans que nous venons régulièrement avec de nouveaux chiffres, de nouveaux résultats qui sont issus d'une enquête qui est réalisée par l'Institut de sondage Harris Interactive. Donc, je salue ici le directeur du département politique et opinion, que vous connaissez bien évidemment, Jean-Daniel Lévy. Bonjour. Bonjour. Voilà, Jean-Daniel, c'est avec Jean-Daniel que nous avons décidé de lancer, de coproduire cette enquête qui est devenue vraiment une référence pour la profession des communicants publics territoriaux en 2009. Et je pense qu'il nous en redira quelques mots dans un instant. Mais ce baromètre, il n'existerait pas sans le soutien du groupe La Poste, un soutien tout à fait substantiel, non seulement financier, c'est vrai, mais surtout un soutien très impliqué avec l'équipe du groupe qui nous accompagne pour la réflexion, la production de cette enquête et sa diffusion. Et je voudrais saluer ici Hélène Hansberg, directrice du marché secteur public à La Poste. Bonjour Hélène. Bonjour Christian, bonjour tout le monde. Voilà, donc Hélène va nous livrer bien sûr ses commentaires, ses analyses à partir des résultats de cette vague. Et puis, je voudrais souligner les 2 partenariats que nous avons montés pratiquement dès l'origine de ce baromètre, avec les 2 réseaux de référence qui nous intéressent, ou en tout cas qui représentent les publics qui peuvent s'intéresser à ce baromètre. Je voudrais citer le réseau Capcom, qui rassemble les 20 000 communicants publics dans les territoires. Et je salue Bernard Deljari, qui en est le délégué général. Et enfin, bien sûr, l'Association des maires de France, qui représente l'ensemble des élus locaux dans les mairies et les intercommunalités. Et c'est aujourd'hui Karim Bouamran, tout jeune maire de Constance où il vient de se faire élire dans la commune de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Bonjour Karim. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc Capcom et l'AMF sont des précieux partenaires parce que c'est grâce à eux qu'on arrive à diffuser largement ces résultats. Et surtout, je dirais, au-delà de la diffusion, ça nous permet de les mettre en débat et de favoriser leur appropriation par les communicants publics et par les élus locaux et à les aider, on l'espère en tout cas, dans leur pratique professionnelle et dans leurs arbitrages. Alors, je le disais tout à l'heure, le contexte de cette 6e vague est particulier et particulièrement intéressant. C'est un moment de doute, on le vit tous en ce moment avec cette crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales. C'est un moment de questionnement citoyen. On a eu en 2019-2020 la crise des Gilets jaunes, il y a eu l'abstention record aux élections municipales du mois de septembre. Jean-Daniel nous en dira sans doute un mot. En tout cas, tout ça nous questionne. Et puis, c'est un moment de choix professionnel. On est à l'aube d'une nouvelle mandature pour les communes et les intercommunalités. Ça va bientôt être le cas pour les départements et les régions, même si on ne sait pas encore exactement quand auront lieu les élections. Et du coup, ce baromètre, il va évidemment pas résoudre toutes ces questions, mais il va, gageons-le en tout cas, nous éclairer sur les zones d'ombre de nos incertitudes et de nos hésitations. En tout cas, c'est sa vocation. Alors, pour vous présenter ces résultats, on a prévu un format adapté, on l'espère, à ce webinaire, un format rapide, dynamique, avec une bonne demi-heure pour vous présenter une sélection des principaux résultats. On vous présentera des petites vidéos qui vous permettront d'aller à l'essentiel, en séquençant autour de 3 thèmes, les moyens d'information, l'impact de la crise sanitaire et puis l'efficacité de la communication locale et des dispositifs de participation citoyenne. Mais c'est aussi un format qu'on a voulu interactif,
avec les limites et les contraintes du temps qu'on s'est donné. Et donc, je vous invite tous à utiliser en parallèle de nos échanges et de cette présentation le chat que vous trouvez à droite de votre écran. Sur ce chat, vous pouvez intervenir, poser des questions, réagir. Et dans le dernier quart d'heure de cette présentation, Anne Lepez, qui travaille à l'agence Epicéum, se fera l'interprète de vos questions, des thèmes qui auront marqué ce débat parallèle sur le chat, pour que nos intervenants puissent réagir et répondre aux questions qui auront été posées. Et puis, dernière chose, on vous le redira à la fin de cette réunion, mais l'objectif, c'est aussi de vous donner envie d'aller chercher sur le site internet du baromètre, baromètrecomlocal.fr, toutes les ressources, il y en a beaucoup, que nous avons mises à votre disposition depuis ce matin, de façon à ce que vous puissiez compléter, bien sûr, votre information et vous documenter sur les résultats de cette édition. Voilà, je passe de quelques minutes la parole à Jean-Daniel pour qu'il nous dise également son point de vue et son analyse des principaux enseignements de ce baromètre avant que nous ne rentrions dans la présentation précise de ces résultats. Merci Christian, bonjour à toutes, bonjour à tous. En quelques minutes, les enseignements qu'on peut retirer de cette 6e vague d'enquête, enquête qui a été réalisée, qui a été lancée pour la première fois en 2009, donc ce qui nous offre un panorama qui est un panorama avec un regard historique qui, je trouve, est rempli d'enseignements. Une enquête qui a été réalisée, et c'est important de l'indiquer, fin août, donc c'est-à-dire à une période où nous sortions du confinement et où nous étions dans un moment où les Français n'entrevoyaient pas forcément la possibilité d'une deuxième vague aussi puissante que celle qu'on a connue en matière de Covid. Cette enquête, elle s'inscrit dans un contexte où il faut et considérer le temps long et considérer les spécificités du moment d'interrogation. Le temps long parce que nous avons globalement, depuis la création de ce baromètre, identifié le fait qu'il y avait non seulement un support papier qui était apprécié, voire très apprécié et fortement utilisé de la part des Françaises et des Français lorsqu'ils s'interrogeaient ou lorsqu'ils voulaient disposer d'informations concernant l'information et la communication locale ou ce qui se passait dans le cadre de leur activité. Et puis le deuxième aspect, une progression également tendancielle de ce que peuvent être les supports que l'on qualifie de digitaux. On peut ajouter à cela un contexte qui est un contexte conjoncturel. Un contexte qui est un contexte où les Français, vous le savez, sont retrouvés confinés, où il y a eu objectivement des difficultés de distribution des supports papier et où, d'une manière globale, on a vu au niveau national l'explosion, si vous me permettez cette expression, de l'utilisation notamment de la télévision et pour partie d'Internet. Et donc, on a une séance ou une séquence qui fait que, globalement, les Français, lorsqu'ils sont amenés à parler de la communication locale, vont mixer et ces tendances nationales et les tendances historiques que l'on peut développer, et puis également des spécificités locales. Si on doit retirer 3 enseignements principaux, quels sont-ils? Le premier enseignement, c'est qu'on a, d'un point de vue global, des hausses significatives du contact avec les habitants, les chaînes de télévision régionales et locales, les radios régionales et locales, ou encore la presse quotidienne régionale, comme étant des supports d'information qui sont globalement appréciés de la part de nos compatriotes. Ce qui montre bien que dans une période où nous avons assisté à une digitalisation massive des comportements de la part des Françaises et des Français, dans un contexte où globalement l'utilisation d'Internet a cru d'un point de vue général, le fait que l'on puisse s'appuyer aussi bien sur une communication, je serais tenté de dire, traditionnelle, que sur une communication à caractère institutionnel constitue un point d'orgue à considérer. Dans un contexte où il y a parfois une suspicion à l'égard de l'émetteur, dans un contexte où il y a parfois un doute qui est exprimé à l'égard de ce qu'on pourrait appeler comme étant les acteurs qui sont installés, malgré tout, dans ce contexte-là, le regard est un regard qui va en premier lieu se tourner vers des acteurs qui sont des acteurs institutionnels,
que vers des acteurs qui sont autour du qu'en dira-t-on, pourrait-on dire, ou éventuellement de supports qui sont des supports qui ne sont pas estampillés d'un point de vue institutionnel. Donc ça, c'est le premier aspect, même s'il y a des évolutions, qui marquent des tendances qui sont des tendances de fond que l'on peut avoir. Le deuxième point, il y a une communication locale qui apparaît comme étant encore mieux reconnue que par le passé. Que lorsqu'on teste les différents supports, ceux-ci sont utilisés, ces supports institutionnels. Et même si l'on compare aux enquêtes qui étaient réalisées par le passé, une utilisation qui est une utilisation plus importante et voire même parfois exclusive lorsque l'on veut disposer d'une information concernant sa collectivité locale. Et puis le troisième aspect, dans un contexte qui est un contexte de crise sanitaire, dans un contexte où, on l'a vu, l'État a été fortement présent dans les médias, a donné le sentiment d'être à l'initiative concernant la plupart des orientations qui étaient des orientations politiques ou de décision, on a pu voir que le premier niveau d'information, l'acteur qui est apparu comme étant le plus à même de pouvoir offrir une bonne information concernant le confinement, c'était leur mairie, plus que l'État ou d'autres acteurs qui étaient des acteurs locaux. Donc on a eu une forme, alors même que des enjeux nécessitaient des moyens économiques importants, des moyens sanitaires qui étaient nets, un regard qui a à considérer que ce qui se passait localement pouvait avoir une importance et que l'acteur qui était le maire pouvait être un interlocuteur auquel on pouvait accorder une forme de confiance. Donc on a des évolutions qui sont liées à des tendances qu'on avait déjà identifiées autour des 5 mesures précédentes, qui s'inscrivent dans une forme d'accélération de ce qu'on avait pu identifier par le passé, sans qu'on soit aujourd'hui face à un paysage qui soit totalement bouleversé, chamboulé, ou qui appelle les Françaises et les Français à considérer qu'on serait aujourd'hui dans un monde entièrement nouveau. Ce n'est pas ce qu'ils nous disent. Ils nous disent qu'ils sont dans un monde qui a accéléré par rapport à des points qui avaient été identifiés en termes d'évolution de comportement de leur part, aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Merci, merci Jean-Daniel pour cette première analyse transversale sur ces tendances de fond. Je pense que effectivement, le grand intérêt de ce baromètre, c'est qu'il nous livre maintenant un regard sur le temps long, et Dieu sait qu'on en a besoin dans nos métiers. Alors, je vous propose qu'on rentre maintenant dans les résultats, dans les chiffres et dans leurs analyses, à travers un premier temps sur les moyens d'information utilisés pour s'informer au plan local. On sait que c'est la question un peu phare de ce baromètre, cette hiérarchie des supports que les Français utilisent pour s'informer. Et je vous propose de découvrir voilà, les principaux résultats à travers une première vidéo. Voilà, alors Hélène Hansberg, avec La Poste qui se réinvente, on le voit tous les jours dans les médias, pour tenir compte des évolutions de la société, des technologies et des usages et des habitudes des Français. Qu'est-ce que ces résultats vous inspirent et est-ce qu'ils correspondent finalement aux analyses que vous faites par ailleurs sur les évolutions nécessaires que vous devez apporter dans vos services pour accompagner ces mutations de la société?
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous. Donc, merci Christian pour cette question. Moi, je vais revenir en répondant à ce besoin de multiplicité qu'ont les Français pour s'informer. Donc, sur les moyens utilisés, ce que met en avant le nouveau baromètre, cette nouvelle vague, sur les moyens utilisés par les Français pour s'informer sur la vie locale. Et j'ai envie de partager 5 enseignements de cette nouvelle édition. Tout d'abord, les Français sont multi-supports, comme pour la communication publicitaire des marques, pour celle émanant des collectivités. Eh bien, on constate qu'il y a une multiplicité des supports qui permettent de s'informer sur la vie locale. Et donc, en moyenne, chaque Français va consulter 9,2 supports pour s'informer. Les supports, ils vont se compléter plutôt qu'ils ne se concurrencent. Par exemple, le magazine territorial va permettre aux Français, et ce qu'ils vont regarder majoritairement en priorité, c'est les données sur la vie locale, ce qui concerne les équipements publics, et puis se projeter sur un temps plus long sur les projets structurants d'une collectivité, qui vont plus se tourner vers l'avenir, donc les grands projets de leur territoire. Quand ils vont se tourner et utiliser les sites internet de leur commune, par exemple, là, ils vont chercher des informations plus pratiques, concernant comment faire une démarche administrative, que ce soit l'état civil ou un autre service, et puis s'informer sur les événements locaux qui vont avoir lieu. Ils vont regarder l'agenda de la commune, par exemple. Ils vont rechercher également dans le site internet. Ce qui est important, c'est l'actualité des informations, donc la fraîcheur des informations. Donc, il est important que ce site vive et soit très souvent mis à jour. Ce qui est important également de dire, c'est que les Français privilégient toujours le support papier pour s'informer. Ils sont à 75% à préférer du texte, contre 57% des photos, et la vidéo ne vient qu'en 26e position, même si c'est un poids de plus en plus important. Donc voilà ce premier enseignement. Le deuxième enseignement, et on l'a vu dans la petite vidéo, les échanges avec les habitants et le bouche à oreille arrivent au premier plan de cette édition, et on voit là toute l'importance de la proximité humaine, du contact direct, et ça c'est encore plus révélé dans ce contexte qui est très chahuté par la crise sanitaire, au moment où le baromètre a lieu. Troisième enseignement que j'ai envie de partager avec vous, c'est que le magazine conserve une place privilégiée dans le lien d'une collectivité avec les administrés de cette collectivité. Et ce, malgré l'arrêt de la distribution du magazine pendant 2 mois, de mi-mars à quasiment fin mai. Donc, le magazine reste le canal de communication officiel, et c'est ce qui était souligné tout à l'heure, officiel et vraiment apprécié des Français. Alors, c'est un support, pourquoi? Parce que c'est un support qui marque les esprits, qui peut être conservé, repris au sein du foyer, lu à certains moments. Et puis, c'est vraiment le magazine territorial, un support qui est reconnu par son utilité par rapport aux informations, le contenu qu'il offre. Alors, on voit que les Français préfèrent recevoir majoritairement leur magazine dans leur boîte aux lettres, plutôt que d'aller le chercher dans des lieux publics où il est en accès libre service. Ça concerne 74% des Français, et on voit que c'est plus fort sur les seniors qui, pour 9 personnes sur 10, préfèrent recevoir leur magazine à domicile. Point important, donc 4e fait marquant de cette édition, qui a été souligné en introduction, l'augmentation très forte des chaînes de télévision dans cette édition. Alors, les chaînes régionales et locales, c'est vrai que depuis une dizaine d'années, cet usage était plutôt en baisse. Et dans cette période, dans le contexte de confinement, on assiste à une progression de l'usage des chaînes régionales et locales.
Et au niveau national, l'audience a également progressé pendant le confinement. D'ailleurs, au mois d'avril 2020 par rapport au mois d'avril 2019, les Français ont regardé 1 heure de plus la télévision, ce qui est quand même très significatif. Alors, ces phénomènes s'expliquent bien évidemment par le contexte sanitaire où on était tous, les Français, on était tous à la recherche d'informations fraîches. Donc, voilà, on souhaitait avoir un média réactif qui permette de donner en direct l'évolution de la crise sanitaire et de ses impacts. Mais également, rappelons-nous que la télévision est un média du domicile et que pendant le confinement, on était quasiment 23 heures sur 24 à la maison. Donc, voilà, ce qui peut expliquer qu'on était plus face à son écran de télévision. Le 5e enseignement qu'il est important de partager, c'est la part croissante du digital dans les supports de communication utilisés par les Français, que ce soit au travers des sites Internet et des réseaux sociaux. Il y a 2 tendances principales qui se dégagent. La première, c'est qu'on assiste à une stabilisation de l'usage, de la fréquentation des sites Internet des collectivités, avec 6 Français sur 10 maintenant, depuis 2013, qui consultent les sites Internet. Et là, vraiment, sur les réseaux sociaux, là, on assiste à une montée en puissance de la consultation des réseaux sociaux depuis maintenant 3 vagues du baromètre, et avec 50% maintenant des Français qui déclarent désormais consulter la page officielle, la page institutionnelle de leur collectivité pour s'informer voilà, sur les réseaux sociaux, et là aussi avec des informations fraîches et portées par les élus. En conclusion générale des moyens qu'utilisent les Français pour s'informer, je voudrais partager ces 2 points de conclusion. Le premier, c'est que finalement, malgré la crise sanitaire, la hiérarchie des canaux d'information utilisés par les Français n'a pas changé. Et le deuxième point, c'est que le duo bouche à oreille et magazines territoriaux reste privilégié par l'ensemble des Français, et ça depuis le début du baromètre. Voilà, Christian, ce que je souhaitais partager sur les enseignements de ce 5e baromètre. Cette 6e édition du baromètre, excusez-moi, les 5 enseignements. On ne les compte plus. Merci. Merci beaucoup, Hélène. Effectivement, on y voit beaucoup plus clair avec cette analyse sur effectivement ce palmarès des supports et tout ce que ça nous raconte en termes d'évolution des usages. Jean-Daniel ou Karim, est-ce que vous vouliez réagir rapidement également à cette hiérarchie des supports et aux évolutions que ça nous raconte ? Je vais commencer peut-être 2-3 points, parce qu'en fait, en plus, j'ai vu que sur le chat, il y avait des questions qui étaient posées, notamment sur la question du bouche à oreille. En fait, le bouche à oreille, c'est les échanges entre les habitants. Ce qui est assez frappant, c'est que on a une progression par rapport à l'enquête précédente de 3 points. Tendanciellement, ce n'est pas forcément l'aspect qui monte le plus, c'est-à-dire la manière dont les uns ou les autres peuvent interagir. Pour mémoire, si on est à 73% aujourd'hui de Français qui disent qu'ils privilégient les échanges avec les habitants, nous étions à 85%, donc c'est-à-dire 12 points de plus en 1989. Donc il y a tendanciellement également une montée, comme l'indiquait Hélène, des informations un peu à caractère institutionnel. Le deuxième point, c'est cette dimension de bouche à oreille, cette dimension d'interaction entre les individus, elle est nette, je serais tenté de dire, quelles que soient les personnes qu'on a interrogées. Il s'agit la première source d'information, quel que soit l'âge des personnes. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit de manière un peu naturelle les personnes âgées plus que les jeunes, et ce n'est pas le cas. Et on aurait pu s'attendre à ce que ce soit bien plus massif dans les petites communes que dans les grandes communes. Donc, évidemment, il y a un lien. Plus on habite dans une commune qui est petite, de petite taille, plus l'échange ou l'interaction entre les habitants permet de favoriser l'information locale, mais ce n'est pas uniquement le cas, même en agglomération parisienne. Il s'agit de la 3e source d'information. Donc, en fait, il y a
cette volonté de pouvoir également échanger avec des personnes que l'on connaît pour pouvoir disposer d'une forme d'information locale. Merci pour cette analyse complémentaire. Moi, je voudrais apporter en une phrase un tout petit témoignage sur ce fameux magazine qui reste, on a vu, le support, pour le coup, majeur que les Français utilisent pour s'informer. Pour apporter un témoignage sur une évolution que nous, on constate sur le plan professionnel et qui se traduit sans doute dans les chiffres, c'est un phénomène de mutualisation de plus en plus massif des magazines des agglomérations, des communes, avec ceux de la ville-centre. Et ça, c'est intéressant, ça va nous amener peut-être sur des commentaires qu'on verra dans la troisième séquence de cette présentation, parce que ça permet peut-être à la fois de réaliser ces économies macro, on va dire, sur un dispositif de communication qui coûte relativement cher, tout en offrant une information qui reste aussi compétitive, je parle dans le mix média qu'on vient d'analyser, et également une information qui permet peut-être d'y voir plus clair. C'est un des enseignements qu'on commentera tout à l'heure. Voilà. Et tout ça dans une logique qui est de plus en plus une logique de marque média, c'est-à-dire que ce côté multi-support qu'évoquait Hélène, qui est tout à fait majeur, qui est tout à fait net, il s'harmonise aussi à travers l'utilisation d'un nom de média qui se décline sur l'ensemble de ces supports. On n'a plus des canaux en silo qui sont comme ça un peu indépendants les uns des autres, mais bien une logique de marque média et qui permet là aussi, je crois, d'apporter un meilleur service aux lecteurs que sont les habitants de nos communes. Je vous propose qu'on passe au deuxième thème, qui est l'impact de la crise sanitaire sur l'information locale, et on lance tout de suite la deuxième vidéo. Voilà, alors Karim Bouamran, je vous rappelle que vous êtes le maire de Saint-Ouen, que vous représentez ce matin l'Association des maires de France. Voilà des résultats qui, j'imagine, je ne sais pas si vous réjouissent, mais en tout cas, ils doivent vous interpeller et en tout cas souligner la responsabilité et l'attente importante que les Français expriment vis-à-vis de votre fonction. Les résultats me rassurent, effectivement, parce qu'à un moment où on parle de défiance face aux politiques, à un moment où, et Jean-Daniel l'a évoqué en filigrane, où le bouche à oreille est un des facteurs d'information, de communication, qui peut donner lieu à des thèses de complotistes, de conspirationnistes, ou de remise en cause des faits scientifiques ou des faits officiels. C'est important de se dire que la parole du premier magistrat de la ville compte sur le plan institutionnel et sur le plan informatique pur, au regard des enjeux de la crise que pose la crise sanitaire. Le premier point que je voulais partager avec vous, c'est le fameux 62% des Français ont l'impression d'être bien informés par la collectivité. Donc là, il y a quand même un élément de confiance versus la défiance. Donc ça, c'est quand même un élément qui, en tant que maire, doit nous rassurer. La question qui se posait, c'était l'impact de la crise sanitaire sur les usages de l'information locale. Alors, il y a deux éléments qui se superposent. Le premier, c'est l'avènement des médias traditionnels, l'avènement, ce qu'on appelle traditionnellement le print. À un moment où on parle du digital, des Facebook, des Instagram, du tweet live, 71% des personnes sondées disent que elles lisent les lettres d'info locales papier. Donc c'est le média le plus utilisé. Donc c'est
la sacralisation de la confirmation du print. Ça ne veut pas dire que c'est déconvenu pour le digital, mais c'est un élément qu'on doit garder à l'esprit. Donc, en période de crise, le print a toute son importance. Deuxième élément qui est important, et là je fais un focus plus sur notre communication et l'impact que ça a eu, c'est communiquer autour de valeurs. Donc nous, parce qu'une fois qu'on connaît le média, c'est qu'est-ce qu'on envoie comme contenu. Donc on a bien vu que la majeure partie des personnes sondées mettent en avant le print comme média. Maintenant la question qui se posait, c'est qu'est-ce qu'on met dans le tuyau, qu'est-ce qu'on met dans le canal. Nous, à Saint-Ouen, on a décidé de mettre dans le canal une information, d'une part technique, c'est-à-dire le dépistage, l'usage des masques, le respect des gestes barrières. Donc ça, c'est ce que vous pouvez lire partout et dans tous les médias. Mais surtout, on a mis le paquet sur la communication en termes de valeurs. Alors, quelles étaient les valeurs? Les valeurs, c'était celles que, à titre personnel, j'estimais être indispensable pour les élus, pour le maire et pour les administrés, c'est-à-dire la protection. Donc, protéger les administrés. Donc, on a mis le paquet sur un message de protection, protéger les administrés. Le deuxième message qu'on a envoyé en termes de valeur, c'est un message d'espoir. À un moment où vous allumez la télé, vous écoutez les BFM, etc., c'est hyper anxiogène. Et j'estimais que, en tant que premier magistrat de la ville, une ville de plus de 50 000 habitants, il était de ma responsabilité, non pas de parler de crise, mais de parler de sortie de crise pour véhiculer un message d'espoir. Donc, une ville qui protège, une ville qui véhicule un message d'espoir. Et le troisième message sur lequel je souhaitais insister, c'est un message de fraternité. Qui dit fraternité dit force. La force, c'est la fraternité c'est la force. C'est donc consubstantiel à la République. Et c'était ces valeurs-là qu'on voulait véhiculer en filigrane au travers du message, on va dire, technico-technique, c'est-à-dire se dépister, la fermeture de certains équipements, l'ouverture des écoles, le périscolaire, la distribution des masques inclusifs, etc. Ça, c'est une communication dite technique. Mais la communication technique, elle prend tout son sens lorsqu'elle s'articule autour de valeurs. Et c'est ce qu'on a à la question en quoi notre communication a été impactée par la crise sanitaire au jour le jour. C'est une communication qui a été axée sur les valeurs, c'est une communication qui a mis le paquet sur le print, également sur l'aspect digital, mais sur le print. Et troisième élément conclusif, c'est une communication qui a mis l'accent sur une agilité, une réactivité un peu plus grande, un peu plus large que la moyenne traditionnelle ou ce qu'on doit avoir en temps ordinaire, hors de crise. Voilà, chers amis, cher Christian, les éléments de réponse en exactement 7 minutes. Il était imparti pour pouvoir apporter ces premiers éléments de réponse. Une petite question complémentaire, Karim, puisque je soulignais que vous étiez un jeune élu. Jeune, parce que j'ai 47 ans, mais bon. Jeune dans la fonction, et donc vous avez eu un baptême du feu d'une certaine manière, à peine élu, vous voilà face à un deuxième confinement. Est-ce que cette figure du maire dont on a vu avec les résultats du baromètre, l'analyse de Jean-Daniel et votre témoignage, à quel point elle était importante, comment est-ce que ça se traduit sur le terrain quand vous êtes face aux habitants de Saint-Ouen? Est-ce que c'est le maire? Est-ce que c'est vous, Karim Bouamrane? Est-ce que c'est la mairie, l'institution que vous représentez, auquel il s'adresse en priorité? Est-ce que vous arrivez à faire la part des choses entre ces trois, finalement, objets, vous, qui êtes élu, la figure du maire et l'institution municipale? C'est un très bon point que vous évoquez. J'ai envie de dire de façon triviale, le tout est dans le tout. Donc, on a été élu grâce à des valeurs. Mais évidemment, il y a eu un projet qu'on a décliné, la sécurité, mais la sécurité, pas uniquement au niveau sécuritaire, la sécurité sanitaire, la sécurité sur le plan existentiel, la démocratisation de l'excellence, une ville qui rayonne et une ville belle. Donc, ça, ce sont des valeurs que nous avons portées, ça a été notre ADN. C'est pour ça qu'on a toujours
parler de valeurs et des valeurs ont découlé un projet. Et cette crise n'a fait que renvoyer au maximum ce que nous portons en termes de valeurs. Lorsqu'on parle d'une ville qui vous protège, une ville fraternelle, d'espoir, c'est toute la communication positive que nous avons portée ces 24 derniers mois. On a toujours refusé de tomber dans le négatif, dans une communication anxiogène. Et vous parlez de jeunes maires. Je pense qu'un des projets que nous devons tous porter sur le plan républicain, quelles que soient nos idéologies ou quelle que soit notre ADN politique, c'est un message d'espoir, un message de protection et un message de fraternité. Et ce sont des valeurs 100% républicaines. Donc, à la question, est-ce que c'est Karim Bouamrane, est-ce que c'est le maire, est-ce que c'est la proximité? C'est vraiment l'incarnation, au sein d'une équipe évidemment, de toutes ces valeurs qui font qu'aujourd'hui, cette crise, à Saint-Ouen en tout cas, je pense, est gérée de façon la moins anxiogène et la plus positive possible. Un autre élément que j'ai oublié d'évoquer dans mon propos, c'est la multiplication de réunions avec toutes les forces vives. C'est-à-dire qu'il y a évidemment la communication institutionnelle, le print, il y a évidemment la communication digitale, il y a aussi la communication interactive. Et la communication interactive via les Zooms qui se substituent aux réunions publiques, parce que malheureusement, pour des raisons sanitaires, nous ne pouvons pas procéder à des réunions publiques traditionnelles, mais nous avons multiplié des réunions Zoom avec les forces vives de la ville. Alors que ce soit les intermittents Alors, je déteste le travail par silo, mais paradoxalement, nous avons communiqué par force vive locale. Alors, les intermittents de la culture, les responsables des syndicats, les associations qui œuvrent en direction de la solidarité, etc., etc. Pour justement, les parents d'élèves, les chefs d'établissement, pour justement avoir ce lien et cette réactivité et cette agilité pour se dire, OK, on est là pour vous protéger, pour vous apporter un maximum de fraternité, un maximum d'espoir, parce que après cette crise, il y aura une sortie de crise, et notre rôle, et mon rôle en tant que maire, c'est de véhiculer un message d'espoir. Voilà ce qu'on porte au jour le jour. Merci beaucoup, Karim. Alors, je vois que Bernard Deljari a des grandes difficultés de connexion, mais il a l'air d'être avec nous, donc on va lancer la troisième vidéo pour qu'il puisse s'exprimer juste après, et sur donc les progrès, l'efficacité de la communication locale et des dispositifs de participation citoyenne. Voilà, je vous propose qu'on lance la vidéo et on se retrouve dans une seconde, dans une minute. Oui. Oui. J'ai des gros problèmes, ça n'arrête pas de déconnecter, mais c'est un problème de logiciel. Voilà, alors beaucoup de chiffres qui font plaisir aux communicants publics, puisque c'est en forme de satisfecit, que des progrès. Alors Bernard, si vous nous entendez, si le micro fonctionne, est-ce que vous pouvez nous analyser cette séquence de résultats? Alors, j'espère que vous m'entendez, je suis désolé. C'est bon. Non, c'est pas si bon que ça. Bernard, je suis désolé, mais on ne vous entend pas. Alors,
Si le problème ne se règle pas, je propose, est-ce que Jean-Daniel, sur cette séquence, par subrogation, vous pouvez nous donner une petite analyse qui explique pourquoi autant de progrès sur les supports et les impacts de la communication locale? Oui, bonjour. Rebonjour. Quelques éléments un peu au débeauté. Peut-être que déjà on a pu voir au cours de la période passée des processus où les citoyens ont été amenés à intervenir nettement dans l'espace public. Et on a pu le voir de manière nette au niveau national à l'issue de tensions ou à l'issue de préoccupations. À l'issue de tensions, le grand débat qui a été organisé à l'initiative de l'exécutif au niveau national, des débats qui étaient organisés en région et qui ont donné à voir d'une interaction entre les citoyens et le président de la République. Et puis, à travers une autre approche qui a été la Convention citoyenne sur le climat, 150 personnes qui ont été amenées à réfléchir pendant plusieurs semaines et qui ont effectué un certain nombre de propositions. Ça entre en résonance avec deux regards. Le premier regard, une critique tendancielle de la part de nos compatriotes à l'égard de la puissance publique en disant « vous ne nous connaissez pas, vous ne savez pas véritablement comment on vit, vous ne connaissez pas véritablement ce que peut être notre quotidien et vous ne savez pas précisément ce que peuvent être nos préoccupations. » Je ne parle même pas forcément des solutions, mais déjà de l'état des lieux. Et que dans ce contexte-là, c'est une des raisons pour lesquelles le maire reste l'élu préféré de la part des Françaises et des Français, c'est une volonté de pouvoir déjà décrire le réel, arriver à définir ce qu'est le quotidien de la part des individus et donc qui aspire à faire en sorte qu'il puisse y avoir ces processus de concertation et de consultation. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont toujours y participer, mais que la simple démarche qui est entamée montre bien que l'élu ne considère pas ou ne va pas donner le sentiment qu'il est omniscient. Et en parallèle, nous sommes et nous restons encore dans une démocratie qui est une démocratie représentative et qui n'est pas une démocratie directe. Ce que nous enseigne cette partie d'enquête, ce que nous enseigne également la perception que peuvent avoir les individus d'une communication institutionnelle. Hélène l'a rappelé, Karim l'a rappelé, Bernard probablement l'aurait également indiqué, il y a d'un point de vue global de la part de nos compatriotes, non pas un refus absolu de ce que peut être une prise de parole institutionnelle. Celle-ci, si vous me permettez cette expression, est challengée. Elle est challengée par rapport à nos compatriotes, elle est challengée avec justement ce qu'on met en avant, c'est-à-dire le bouche à oreille, les interactions entre les individus, la montée de ce que peut être le poids des réseaux sociaux, la montée également de ce que peut être la présence ou en tout cas la communication ou les informations sur Internet non institutionnelles, mais qu'on n'a pas de processus de substitution de l'un à l'autre. On n'a pas cette information ou ces échanges qui seraient non institutionnels, qui viendraient balayer dans la période actuelle tout ce que peut être la communication ou les supports d'information traditionnels, voire estampillés. Merci Jean-Daniel. Alors je crois que Bernard, pendant ce temps, a réussi à régler son problème de connexion. C'est les joies du télétravail, de la vie à distance. Bernard, est-ce que tu nous entends? Voilà. On a beau en faire des centaines de visio comme ça, parfois ça ne marche pas. Désolé, excusez-moi, j'espère que ça ne va pas couper. Alors rapidement, dans cette 6e édition du baromètre, moi je note bien évidemment que la plupart des indicateurs évoluent positivement et je crois qu'il faut s'en réjouir. Je crois que les Français expriment un intérêt croissant pour la vie locale et un intérêt croissant et une confiance renouvelée dans l'information publique de proximité. Alors, plus précisément sur les chiffres, sur la qualité de la communication reçue par les Français, effectivement, 6 Français sur 10 ont le sentiment que les informations locales donnent une vision claire et cohérente de l'action locale, soit une hausse de 10 points depuis 2018. De même, 6 Français sur 10 estiment que les différentes informations reçues de la part de leur collectivité, c'est-à-dire communes, interco, départements, régions, se complètent plutôt bien. Je crois que c'est un chiffre très positif qui prouve que les Français comprennent de mieux en mieux l'organisation et les compétences des différents niveaux de collectivité. Moi, je vois 2 raisons à cette compréhension. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Oui, c'est bon. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, alors Bernard,
Bernard a à nouveau disparu. Est-ce que Hélène ou Karim, vous voulez, en attendant qu'il revienne, peut-être apporter vos analyses sur ces raisons qui expliquent ces progrès incontestables de la communication locale? Voilà, je suis revenu. Ah, voilà. Désolé, on n'arrête pas de sauter. Non, je disais donc que cette meilleure compréhension des différents niveaux de collectivité locale est due, je pense, en grande partie au fait que les intercommunalités se sont dotées de directions de la com ces dernières années, depuis qu'ils ont été regroupés, et qu'elles ont fait un gros effort pédagogique et que cet effort a porté ses fruits. La seconde raison, je pense aussi, c'est que dans la période des élections locales que nous avons connues, ça a été une belle occasion de faire un peu de pédagogie. Ah, je crains qu'on ait encore perdu Bernard. C'est un petit peu compliqué d'arriver à suivre le raisonnement. Alors, peut-être en attendant que Bernard revienne. Pour dire, si vous souhaitez, je pense que Bernard était sur le lien avec les élections locales de mémoire. C'est ça. Et sur que les élections locales, ceux qui m'ont suivi avec assiduité, se sont inscrits dans un environnement particulier. C'était juste après le confinement saison 1. Et là, pour le coup, il fallait faire preuve, lorsque je parlais d'agilité en termes de militantisme, parce que là, on n'était pas en gestion, on était en campagne. Là, il fallait faire preuve d'une innovation assez subtile, en mêlant respect du nouveau socle juridique, c'est-à-dire le confinement, utiliser les moyens existants, c'est-à-dire le digital, toucher le maximum de personnes et surtout, et c'était ça la complexité, arriver à toucher ce maximum de personnes avec des moyens financiers limités, parce qu'on était en campagne et donc on ne pouvait pas exploser les plafonds de campagne. Donc, là, il y avait un enseignement au cours de cette confinement saison 1, c'était innovation, agilité et, comme j'ai envie de dire, en utilisant cet anglicisme, c'était un back to the basic. C'est comment refaire du lien avec la population en utilisant les systèmes traditionnels. Alors, c'était le Zoom. Alors, vous allez me dire, le Zoom, ce n'est pas un système traditionnel, mais c'est un contact direct avec les gens. Les appeler, leur envoyer des mails, reprendre le crayon et le papier, leur envoyer des courriers. Donc, et je pense que le fait que le premier magistrat a repris du crédit lors de cette dernière étude n'est pas déconnecté du rôle que les maires, même les candidats, ont joué durant la saison 1. Et de mémoire, et je parle sous le contrôle de Jean Daniel, toutes les études durant le confinement donnaient un avis plutôt positif sur la manière avec laquelle les maires avaient géré la situation en période de confinement saison 1. N'est-ce pas, Jean Daniel ? Je confirme. Oui, je confirme absolument. C'est ce qu'on avait identifié, c'est ce que j'avais indiqué tout à l'heure. On aurait pu s'attendre à ce que, vu qu'il y a eu une surconsommation de l'information nationale, que les Français qui déjà regardaient beaucoup la télévision et qui déjà, quoi qu'on en pense, regardaient beaucoup le journal de 20 heures par le passé, ont accru leur consommation de communication et d'information nationale, que c'était le président de la République qui donnait le tempo, que c'était le Premier ministre qui marquait les différentes étapes intermédiaires, que les regards soient portés dans un État jacobin avec une puissance publique, avec des moyens importants, soient tournés au niveau national. Et en fait, ce n'est pas que le cas. On a vu un regard qui a été un regard positif sur l'action qui était menée de la part des maires en tant qu'acteurs de terrain, en tant qu'acteurs capables de pouvoir donner des informations précises sur la manière dont pouvait se dérouler le confinement et les différents aménagements dans cette période de premier confinement, et puis en termes de distribution de masques, d'organisation de la vie du quotidien, un regard qui a été un regard positif. On aurait pu s'attendre, qui est d'ailleurs électoralement un mouvement très fort entre le premier tour
et le deuxième tour. Une situation qui est une situation où le regard sanitaire, le regard en termes d'information, le regard en termes d'action ayant changé dans un laps de temps inégalé sous la Ve République entre le premier tour et le deuxième tour d'une consultation électorale, il n'en a absolument rien été. Et on a pu voir que la logique du deuxième tour des élections municipales s'est inscrite dans le premier tour de celle-ci et qu'il y avait, même en termes de participation, même en termes de rapport de force, une cohérence entre la dynamique de mars et celle qui a été identifiée en juin. Alors, merci beaucoup pour ces analyses. Comme il reste un peu moins de 10 minutes avant qu'il soit 10 heures, je voudrais comme j'y étais engagé, qu'on prenne quelques questions des participants, des internautes. Est-ce que, Anne, tu peux nous rejoindre et nous faire part de ta sélection de questions de façon à ce qu'on puisse y apporter quelques réponses? Oui, tout à fait. Alors, Christian, on a une première question d'Antoine Gazot, du journal Le Brief, qui nous demande si la demande de diffusion du magazine en boîte aux lettres, qui reste très forte, malgré tout, même si elle diminue de 2 points entre chaque vague depuis 3 éditions, sa question est, est-ce qu'il faut y voir dans ces chiffres une tendance qui se dessine ou si finalement cette donnée n'est pas forcément significative? Alors, peut-être une première réponse d'Hélène, puisque là, la boîte aux lettres, ça va parler à la représentante de la Poste, j'imagine. Alors, effectivement, hein, 75%, c'est très fort hein, pour un souhait de recevoir à domicile un courrier, un magazine, hein, alors qu'il y a beaucoup de choix offerts, notamment de l'accès dans plein de sites municipaux. Ça reste très fort, même si c'est vrai, ça a perdu 2 points depuis 2018 et on voit que ça baisse. Mais pour arriver à un score qui reste très important, déjà sur le magazine, sur le choix du domicile, et comme on le voit notamment sur les seniors, mais sur l'ensemble de la population, hein, puisque sur les plus de 65 ans, c'est beaucoup plus fort, et on voit ce besoin de proximité et de tout ce qui peut être amené au domicile des personnes plus âgées, fragiles, hein, et c'est vrai pour tout ce qu'on constate aujourd'hui dans les sollicitations à la fois des collectivités, des CCAS, mais des particuliers eux-mêmes qui privilégient le domicile. Mais c'est vrai, pour une majeure partie, voilà, je vais vous laisser commenter ce chiffre de 74% en termes plus d'études, mais ça reste un score très fort, alors qu'il y a de plus en plus de choix et de supports et de lieux où on peut les récupérer. Merci beaucoup. Peut-être Jean-Daniel ou Christian sur le poids, 74%, ce que ça… En 2 mots, c'est important. En 2 mots, il y a 3 Français sur 4 qui déclarent qu'ils l'attendent, c'est important. Deuxième aspect, entre eux, on le dit assez souvent, la boîte aux lettres et la poubelle, il y a un espace qui est un espace très petit. Et quand les Français reçoivent quelque chose, qui ne les intéresse pas, ils le déplacent assez facilement dans la poubelle. Ça n'est pas le cas pour les supports d'information territoriaux écrits. Ils le reçoivent dans la boîte aux lettres. Donc, le fait de pouvoir faire un choix et le fait de pouvoir identifier et dire qu'ils souhaitent le recevoir, ça n'est pas uniquement pour le plaisir d'avoir sa boîte aux lettres pleine, parce que souvent on a l'impression qu'on reçoit trop de choses, mais c'est parce qu'il est utilisé par la suite. Et pour moi, c'est l'aspect qui est le plus important. C'est-à-dire qu'on se dit, la mairie, la collectivité locale dit qu'elle souhaite s'adresser à moi. Ce n'est pas à moi en tant qu'individu, en tant que citoyen, de faire l'effort de m'informer, mais le fait qu'elle vienne jusqu'à moi n'est pas perçu comme étant une intrusion dans mon espace personnel, mais vu comme étant une information. Et je pense que c'est absolument essentiel de l'avoir à l'esprit, sachant que quand on fait l'analyse des résultats selon que les Français aient accolé ou pas sur leur boîte aux lettres le petit autocollant Stop Pub, on peut voir que justement les Français arrivent à faire la différence entre la publicité d'un point de vue général et l'information locale. Alors, juste pour ajouter quand même sur la publicité, qu'elle soit adressée ou non adressée, hein, je tiens à souligner que les Français souhaitent également, majoritairement, hein, recevoir et garder le lien avec les marques, hein, les annonceurs. Donc ça, c'est très vrai pour tout ce qui va pouvoir permettre aussi de connaître les nouveautés des marques préférées des Français, ce qu'ils utilisent, bénéficier de promotions. Et c'est vrai aussi, hein,
sur les flyers, les prospectus, qui permettent effectivement de coller à l'actualité des distributeurs ou des commerces, des zones de chalandise d'un territoire. Donc ça, c'est important aussi à dire. Bien évidemment, les Français restent attachés au papier et souhaitent avoir les communications de l'ensemble des annonceurs également, toujours en papier, en complément de tout ce qui peut être fait sur les médias digitaux. Merci à tous les deux pour ces éclairages. Je crois que c'est vraiment un vrai service rendu par ce baromètre que d'aller dans ce niveau de détail, de comprendre effectivement le canal, le support, l'écrit ou la vidéo, qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qui fonctionne. On a là des éclairages extrêmement précis dans ce baromètre. Anne, une autre question peut-être avant de se quitter ? Alors oui, on a une question de 2 participants sur le chat qui nous demandent quelle est vraiment la différence entre les publics de la communication locale en fonction de leur âge, leur CSP, la métropole. Y a-t-il finalement des personnes qui sont exclues de la communication locale, qui n'accèdent pas ou peu à l'information? Je crois que c'est une question pour Jean-Daniel, ça. Pas vraiment, en fait. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie complémentarité des différents supports. On n'a pas forcément de phénomène déjà de substitution de l'un à l'autre. Ceux qui souvent sont considérés comme étant potentiellement les plus exclus de l'information d'un point de vue général et de l'information locale de l'autre, ce sont 2 catégories de population qu'on pourrait qualifier de manière un peu caricaturale comme étant les jeunes d'un côté, les catégories populaires de l'autre. Ce qu'on a pu identifier, c'est qu'à chaque génération, à chaque population, une efficacité plus marquée d'un support par rapport à l'autre. Alors, je ne vais pas entrer entièrement dans le détail, vous pourrez avoir des résultats et vous pourrez éventuellement nous contacter pour qu'on puisse vous livrer d'autres éléments, mais de manière un peu nette, ce qu'on a identifié notamment auprès de la jeunesse, et notamment dans les grands centres urbains, c'est le poids de l'affichage. Je ne vous cache pas que ça avait été, lorsqu'on avait identifié, une forme de surprise de notre part, mais après réflexion et quand on a poussé un peu l'investigation, on a vu que ce sont des utilisateurs assez importants de lieux qui peuvent entrevoir l'utilisation des transports en commun. Et donc, derrière les abribus, derrière les lieux dans lesquels il y a une information qui est une information verticale et pas horizontale, une utilisation de leur part d'une information qui est une information municipale. Et ça n'est pas forcément, à leurs yeux, Internet ou le digital qui va se substituer, là aussi, aux formes d'information plus traditionnelles, entre guillemets. Ce sont des citoyens comme les autres, qui utilisent plus que les autres, évidemment, les réseaux sociaux, mais qui n'ont pas forcément, là non plus, un phénomène de substitution de la part de cette catégorie de population, de la part également de ce que peuvent être le lien avec les catégories populaires qui vont aussi utiliser assez nettement ces types de supports. Donc, on a une palette de types de supports d'information qui existent. Je crois de mémoire qu'on en avait testé 9 différents et qu'à chaque public, un élément qui est un élément qui va éventuellement être utilisé de manière un peu plus nette et on pourra évidemment vous fournir ces renseignements de manière plus détaillée. Voilà, merci beaucoup Jean-Daniel, merci à tous. Quelques messages de conclusion. Je suis désolé de mettre un terme à ces échanges qui sont comme toujours passionnants et qui pourraient se prolonger des heures. Mais voilà, on s'était engagé à se contenir cette présentation dans une petite heure et nous sommes arrivés au terme de cette heure. Alors, encore une fois, tout ça n'est pas terminé, l'aventure ne fait que commencer et je vous invite à aller sur le site Internet dédié au baromètre, dont l'adresse va s'afficher dans une seconde, baromètrecomlocal.fr, et vous y retrouverez alors tous les résultats que nous avons voulu traiter de manière assez riche et variée. Alors, d'abord, le rapport intégral qui est extrêmement riche, de 80 pages, tous les tris par CSP, par âge, par typologie d'habitation, des verbatims, des commentaires, des analyses. Donc, ce rapport, celui-là est payant, mais à côté de ça, vous avez une version synthétique en libre téléchargement. Vous avez 14 focus thématiques qui vous permettront d'accéder immédiatement aux principaux enseignements du baromètre. Et puis, nous avons publié aujourd'hui une première vidéo, la réaction d'un élu. Il s'agit en l'occurrence de Philippe Laurent, le maire de Sceaux et vice-président de l'AMF. Et nous allons en publier comme ça dans les semaines qui viennent, des réactions d'élus et de directeurs de communication
pour mettre du vécu, de la chair un peu autour de ces chiffres. Alors, j'aurais aimé vous donner rendez-vous au Congrès des maires et au Forum Capcom de Rennes, mais voilà, crise sanitaire oblige, ces rendez-vous n'auront pas lieu comme c'était prévu, mais nous travaillons d'ores et déjà à réfléchir à de nouveaux rendez-vous plutôt en 2021 qui nous permettront d'aller un peu plus dans le détail de ces chiffres et de ces résultats pour les partager avec vous. Voilà. En attendant, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux, sur le compte Facebook et le compte Twitter du baromètre. Nous allons continuer à publier des résultats en espérant qu'ils vous feront réagir. En tout cas, je vous remercie à tous, les partenaires du baromètre, mais aussi les quelques 400 participants qui ont suivi cette présentation. Je vous remercie vraiment pour votre intérêt, votre attention. Et je vous donne rendez-vous, bien sûr, dans les prochaines semaines et les prochains mois, mais aussi dans 2 ans pour la 7e vague de ce baromètre de la communication locale. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Merci, au revoir.